réunion de ce groupe de travail se passera au salon du Cian. Voilà, on fera ça de mémoire, je crois que c'est le jeudi qu'on se réunit, Oui. jeudi matin, au Cian. Donc, et lors de ces travaux de ce groupe de travail régional, nous avons pris la décision donc de mener 3 webinaires. Le premier a eu lieu le 7 juillet. Certains d'entre vous s'étaient sûrement connectés. Le thème était la production d'hydrogène renouvelable. Aujourd'hui, nous sommes le 14 septembre et nous allons passer de parler de transport et de stockage d'hydrogène. Et le 28 novembre, il y en aura un autre sur les usages, la mobilité et l'industrie. Voilà, donc pour vous présenter rapidement qui nous sommes, ce que nous faisons et pourquoi ces webinaires. Je vais bien sûr déjà remercier et féliciter Marine qui est présente aujourd'hui, qui fait un excellent travail sur ce, et c'est elle qui coordonne tout ça. Donc, qui est permanente donc à la CCI Occitanie, qui a 2 missions, une mission sur la partie hydrogène et une mission aussi sur l'Europe, puisque moi je veux pas déconnecter les deux. Je pense qu'il y a un intérêt, bien entendu, à rester connecté, sachant que beaucoup de choses concernant l'hydrogène se passent au niveau européen aujourd'hui. Voilà, avant de passer la parole à Marine qui va animer ce webinaire, je voulais juste remercier. Ce webinaire va se passer en gros en 5 temps. Le premier temps, ça va être Yann-Éric Starlander qui va intervenir, donc de France Hydrogène, qui est responsable des relations avec les territoires. Donc, il fera un focus, si j'ai bien tout compris, sur le stockage et le transport de l'hydrogène. Ensuite, nous aurons Benjamin Fèvre, qu'on connaît bien, qui est déjà intervenu à plusieurs reprises, je dirais, qui est animateur donc, de la filière hydrogène en Occitanie, au niveau de la région Occitanie. Ensuite, Laetitia Mahenk, alors qu'on va excuser, qui travaille d'habitude sur Google, donc vous n'aurez pas la chance de voir son joli minois, mais le son fonctionne très très bien et je dirais le partage d'écran, c'est nous qui le ferons à sa place, voilà, parce qu'il y a quelques petits problèmes techniques, donc qui interviendra au titre de Terega et qui est responsable des projets stratégiques hydrogène. Ensuite, nous aurons l'intervention de Nicolas Zan, donc, qui est délégué régional adjoint au niveau de France Hydrogène Occitanie et bien sûr qui est aussi président, directeur technique et commercial de la société Eurotech. Et ensuite, Marine qui prendra la main en finale. Moi, je risque de vous abandonner à ce moment-là parce que j'ai une commission des affaires européennes derrière dans une autre salle, donc je serai obligé de vous quitter à ce moment-là. Et Marine clôturera, voilà, pour vous présenter, elle aussi, tout ce qui va toucher à la plateforme CCI Business que nous avons développée au niveau de la CCI Occitanie. Voilà, et d'autres sujets qu'elle abordera peut-être avec vous. Voilà, je ne veux pas être beaucoup plus long parce qu'il n'y a pas utilité. Le but, c'est de parler d'hydrogène aujourd'hui, de parler de transport et de stockage. Et Marine, je te redonne donc la main et merci beaucoup d'être tous présents avec nous ce matin. Merci. Bon, je vais être rapide, hein. Merci à tous de participer. Juste quelques détails techniques et enregistrés. Vous aurez accès au replay et à toutes les présentations hein, à l'issue du webinaire. Voilà, n'hésitez pas à poser vraiment toutes vos questions dans le chat. On y répondra soit à la fin de chaque participant, à la fin du webinaire. Et s'il y a des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, on vous les enverra par mail à l'issue du webinaire. Donc voilà, maintenant je laisse dessus de la main à Yann-Éric. Juste avant de démarrer, petit message, vous avez vu qui s'est affiché. Merci de tous couper vos micros, sauf l'intervenant qui intervient, bien sûr. Et voilà, quelques petites règles, mais dont vous avez certainement tous l'habitude. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Yann-Éric Starlander, je suis responsable des relations avec les territoires au sein de l'association France Hydrogène, hein, qui est l'association de la filière qui regroupe 460 membres, les entreprises de la filière, à la fois les grands énergéticiens, les PME, les ETI, les startups, et puis un certain nombre d'autres acteurs de la recherche, les pôles de compétitivité, le réseau chambre de commerce et d'industrie et les collectivités. Donc, pour démarrer le webinaire, je vais vous proposer un aperçu sur la chaîne de valeur de l'hydrogène, avec donc un focus sur les maillons transport et stockage de cette chaîne de valeur.
ne prenez pas peur quand vous voyez cette slide, c'est normal que vous n'arriviez pas à tout lire, hein. Là, c'est un aperçu de l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est un travail qu'on avait fait en 2020, qu'on va d'ailleurs actualiser parce que la chaîne de valeur continue à s'étoffer. Et donc, ce matin, on va faire le focus sur le stockage et le transport d'hydrogène, hein, sachant qu'en juillet, on s'était intéressé à la production. Donc, quand on zoome sur la partie stockage et transport, tel que c'est présenté dans cette cartographie de la chaîne de valeur, on a découpé ça d'abord par rapport aux différentes formes d'hydrogène qu'on va manier, hein. Donc, ce qui est quand même le plus usuel, c'est dans sa forme gazeuse, avec essentiellement deux canaux. Le premier, à la fois pour le stockage et le transport, hein. Donc, c'est l'hydrogène gazeux compressé en bouteille ou en cuve, hein, on va dire grosse bouteille, quoi, hein. En termes d'équipement, de composants dont on va avoir besoin, il va falloir compresser le gaz, hein, vu qu'il est stocké et transporté sous pression. Il y a aussi généralement une étape de purification qui est nécessaire. Et puis, le trailer cadre qui va donc permettre le transport avec différents types de bouteilles ou cuves, hein, avec principalement 4 catégories, puis 3 qui sont plus usuelles pour ce transport. Je vais y revenir. Et puis après, l'autre mode de transport pour les plus grandes quantités, mais ça on y reviendra aussi, hein, bien sûr, c'est via des hydrogénoducs, hein, des pipelines hydrogène, avec tout l'aspect tuyauterie qu'on va voir sur la slide suivante, et puis aussi les analyseurs de qualité de gaz pour s'assurer qu'à la sortie du pipe, on ait toujours un hydrogène qui soit à la qualité requise en fonction de l'usage qui va en être fait. Donc, sur la tuyauterie, et puis là, je ne vais pas trop m'étendre parce qu'on va avoir ensuite des interventions vraiment de spécialistes sur les pipelines avec Teréga et Euretech. Mais bien sûr, il va y avoir les tuyaux en eux-mêmes, hein, en acier inoxydable, les éléments de connexion, les valves avec les robinets, les clapets anti-retour, des filtres pour maintenir le degré de pureté de l'hydrogène requis, et l'instrumentation, hein, avec des capteurs de pression, des capteurs de débit et des capteurs de température. Si on s'intéresse maintenant à l'hydrogène liquide, qui est une forme qui est aujourd'hui plus circonscrite à certains usages où on a vraiment besoin de très grandes quantités d'hydrogène, hein, notamment dans l'aérospatiale. Pour l'hydrogène liquide, il va y avoir besoin d'une unité de liquéfaction de l'hydrogène, une pompe cryogénique, hein. On va faire très fortement baisser en température l'hydrogène pour le liquéfier. Le réservoir à hydrogène cryogénique, et puis pour transporter des trailers à citernes cryogéniques, hein, qui vont être outillés pour conserver cet hydrogène dans sa forme liquide. Autre élément aussi qui permet de stocker et transporter de l'hydrogène, c'est en fait de convertir l'hydrogène dans ce qu'on va appeler un vecteur liquide d'hydrogène, hein. Et c'est notamment quelque chose qui est étudié pour le transport maritime en grande quantité, sur lequel il y a quand même encore un certain nombre de problématiques pour pouvoir transporter l'hydrogène tel quel sous sa forme gazeuse ou liquide, hein. Donc, ça peut être notamment sous forme d'ammoniac, de méthanol, de LOHC, d'hydrure de silicium. Donc là, à ce moment-là, on est pas sur un vecteur liquide, mais en l'occurrence du stockage solide. Et donc, à ce moment-là, il va y avoir dans le procédé l'unité qui va transformer l'hydrogène dans le gaz, la substance chimique qui va être le vecteur de transport d'hydrogène. Il va falloir reconvertir l'hydrogène, hein, donc avec une unité d'hydrogénation et de déshydrogénation.
Alors, si on en revient au stockage de l'hydrogène, hein, la problématique, c'est que l'hydrogène est un gaz qui a une faible densité volumique et qui occupe donc un volume important à pression atmosphérique. À titre d'exemple, pour 1 kg d'hydrogène, ça représenterait 11 mètres cubes, sachant qu'1 kg d'hydrogène, hein, c'est la quantité qui permet de parcourir environ 100 km. Hein, donc, on voit bien qu'il y a besoin de comprimer ce gaz pour pouvoir le transporter et l'utiliser plus facilement. Donc, si on remet en regard les 3 modes de stockage, gazeux, solide et liquide, hein, donc sur le gazeux, déjà, on est sur des technologies matures et des prix accessibles. Donc la problématique, c'est le besoin de comprimer à forte pression et que le stockage peut rester volumineux si on a besoin de grandes quantités. Mais c'est donc quelque chose qui est vraiment aujourd'hui largement utilisé à la fois pour les usages mobilité et industrie. Le stockage solide est moins répandu, mais revient parce qu'il y a de nouvelles applications et qui ont pu aussi optimiser ce stockage solide. L'avantage, c'est qu'on n'a pas les risques, beaucoup moins de risques associés au stockage sous pression, hein, vu qu'on a des pressions très faibles et donc des densités de stockage plus importantes qu'en gazeux. L'inconvénient, c'est qu'il va y avoir un process qui fait appel généralement à de la chaleur pour reconvertir l'hydrogène stocké sous forme d'hydrure en hydrogène gazeux exploitable dans les process. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir être utilisé pour le transport de grandes quantités d'hydrogène, hein. À nouveau, c'est des choses qui sont envisagées pour le transport notamment maritime ou la mobilité avec un besoin fort d'autonomie. Et enfin, le stockage liquide, donc l'intérêt de pouvoir transporter de grandes quantités d'hydrogène. Maintenant, l'inconvénient, il y a ce qu'on appelle le boil off, le fait que comme l'hydrogène est maintenu à une température très basse, moins 253 degrés, hein, donc pas très loin du zéro absolu, il y a forcément un mécanisme d'évaporation dû au réchauffement de l'hydrogène et donc des pertes. Et les équipements sont plus chers, puis le rendement énergétique est un peu moins bon. Et donc, c'est plutôt pour des usages avec vraiment besoin fort d'autonomie et puis des contraintes d'intégration. Et donc, c'est quelque chose qui est utilisé en revanche depuis longtemps dans le domaine spatial, hein, comme je l'avais déjà mentionné. Donc, au niveau des réservoirs, donc là, vous avez un petit peu les principaux types et puis à la fois les propriétés physiques et matérielles de ces matériaux en fonction de si on est sur du gaz, donc enfin de l'hydrogène gazeux comprimé ou sous forme liquide. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail de tout ça. Je vous renverrai sur un document qui explique ça plus dans le détail, hein, qui est notre panorama des solutions. Et donc, on répartit, mais ça c'est vrai pour toute bouteille, toute cuve de stockage de gaz sous pression, hein. Donc, il y a 4 types de réservoirs qui sont classés selon la composition de leur enveloppe, hein. Donc, sur le type 1, on va être sur la couche aluminium ou acier, type 2, avec aussi une couche en fibre de carbone. 3 avec un liner aluminium et des fibres renforcées, le type 4, des liners en polymère, fibres renforcées. Et donc, c'est vrai que quand on va être sur de la compression, les compressions un peu standards pour l'hydrogène, hein, sont 200 et puis maintenant surtout 350 et 700 bars. Donc, pour 700 bars, on va être sur du type 4. Donc on distingue aussi ce qu'on appelle les tubes trailer, hein. Donc ces tubes de type 1, hein, donc une enveloppe en acier allant de 6 à 16 mètres pour des stockages stationnaires ou aussi pour le transport d'hydrogène par camion, donc avec des camions tubes trailer.
On va retrouver un conditionnement et puis qu'on retrouve aussi notamment dans l'industrie avec des usages plus diffus d'hydrogène, hein, des bouteilles de stockage à 200 bars qui sont généralement regroupées dans des cadres. Alors les cubes sont généralement pas enterrés, non, ils sont pas enterrés, hein, pour aussi faciliter l'inspection visuelle, hein, c'est quelque chose qui est stocké en surface. Oui, j'avais peur d'avoir raté d'autres questions. Et puis donc, les bouteilles embarquées, hein, notamment, qui vont aussi servir en fait, de réservoir directement dans les véhicules et qui, quelque part, servent aussi à stocker de l'hydrogène. Et donc là, comme je l'indiquais, on est plutôt sur du type 4. La durée de vie de ces réservoirs dépend essentiellement de la résine qui est utilisée pour les composites, hein, et les constructeurs, fabricants annoncent une durée de vie entre 10 et 20 ans, ce qui correspond à 5 000 à 100 000 pleins. Bon, la fourchette là est très large selon les types de réservoirs, hein, et puis donc avec une inspection à mi-vie. Alors, combien de bouteilles en général par cadre? Là, je n'aurais pas forcément comme ça le chiffre. Je ne sais pas si Nicolas peut-être ou Benjamin, vous avez ça en tête, le nombre de bouteilles qu'il y a dans un cadre de façon standard. Là, j'ai peur de dire une bêtise. Mais on pourra peut-être revenir à ces questions par la suite. Donc là, vous avez un aperçu des acteurs de la filière. Alors, c'est pas 14 bouteilles par cadre, merci. Donc, c'est pas exhaustif. J'ai volontairement plutôt favorisé des fabricants européens et français, hein, et puis, si on fait un petit focus maintenant sur quelques fournisseurs en particulier, donc vous avez Forvia, hein, qui est donc une filiale de Forestia, qui propose donc des réservoirs, donc beaucoup pour le stockage embarqué, vraiment pour les véhicules, hein, qui notamment commencent à avoir beaucoup de commandes pour des réservoirs pour camions à hydrogène, mais également pour le stockage stationnaire et puis pour le transport d'hydrogène. La société Mytech, basée en Bourgogne-Franche-Comté, qui là, voilà, aussi propose des réservoirs pour différentes applications et notamment pour la mobilité maritime et ferroviaire, et puis aussi de stockage tampon pour les stations hydrogène et le transport. Plasticomium, bien sûr, hein, plutôt aussi pour les réservoirs embarqués pour la mobilité, et puis Rotage 2, où là on est plutôt sur des usages stationnaires conditionnés, vous voyez bien là sous forme de cadre. Un petit retour sur le stockage liquide, hein, donc le stockage liquide, comme je l'ai déjà indiqué, la principale contrainte, c'est que ça implique que l'hydrogène est à très basse température, hein, vu que son point d'ébullition est à moins 252,8, hein, donc il faut être en dessous de cette température-là pour maintenir l'hydrogène dans sa forme liquide. Et donc là, ça permet effectivement de stocker beaucoup plus d'hydrogène que dans sa forme gazeuse, hein. Donc là, vous avez une description d'un système classique avec les différents composants. Donc vous voyez aussi un peu une indication en termes de coût, hein. Bon, c'est des ordres de grandeur, hein, mais processus de liquéfaction qui coûte environ 1 dollar, ou on peut dire 1 euro par kilo d'hydrogène, hein. Donc clairement, il faut que ça soit utilisé dans les applications où on ne peut pas recourir à de l'hydrogène gazeux. Mais ceci dit, il commence à y avoir des expérimentations, notamment en Norvège. Vous avez un bac qui est entré, alors pas encore en service pleinement commercial, hein, mais un bac, un ferry, quoi, hein, qui fait la desserte sur un fjord, qui fonctionne à hydrogène liquide, hein. Donc c'est plus non plus quelque chose qui est purement réservé au domaine spatial. Donc là aussi un petit aperçu. Alors il y a moins d'acteurs, hein, parce qu'on est quand même sur des applications plus restreintes, avec notamment les acteurs français positionnés sur ce segment-là.
Et puis, pour finir, donc le stockage solide, hein, ou donc pour là redonner un peu le principe, c'est que l'hydrogène est stocké par l'intermédiaire d'hydrures métalliques par un mécanisme d'absorption. Donc la molécule se fixe sur un métal support, hein, une poudre métallique. En fait, par rapport de chaleur, il va y avoir libération de l'hydrogène au moment où on a besoin de pouvoir le restituer dans sa forme gazeuse. Donc, ce n'est pas une solution qui est adaptée à tous les usages, hein, mais qui, comme j'ai déjà mentionné, peut avoir aussi des avantages, hein, notamment le fait qu'on n'est pas sur un stockage à haute pression. Sur le stockage basse pression, solide, alors vous avez là effectivement 2 fournisseurs, hein, donc MyTech, hein, qu'on avait déjà sur un slide d'avant, qui travaille aussi donc sur ce stockage sur hydrure, et puis Minkatech également, hein, qui a d'ailleurs été primé par un prix qu'on leur a remis récemment sur une catégorie sur l'innovation, hein, avec une application pour de la mobilité à travers ce stockage sous forme solide. Alors sur l'hydrure de magnésium, c'est moins avancé en termes de maturité technologique, mais c'est effectivement aussi quelque chose qui semble avoir un réel potentiel. Et puis enfin, pour conclure mon intervention sur le volet transport, hein, donc alors assez logiquement sur du transport de quantité, on va dire de 100 kg jusqu'à 1 tonne, hein. On est sur du transport par camion, et c'est quelque chose qui est déjà largement pratiqué dans l'industrie, hein, on utilise quand même depuis plus d'un siècle de l'hydrogène, hein. Donc vous voyez, je pense régulièrement des camions Air Liquide ou Ligne 2 qui transportent effectivement l'hydrogène, et donc l'hydrogène est comprimé entre 200 et 500 bars. Hem, et puis bon, ce qu'on peut indiquer, c'est que ce type de transport va être pertinent lorsqu'on est sur un rayon de logistique de 150 kilomètres. Après, il y a aussi la problématique du bilan carbone de l'hydrogène. Bien sûr, plus on va le transporter sur de longues distances, moins ça va être intéressant par rapport à ça. Au-delà d'une tonne, on peut rester sur du transport par camion, mais à ce moment-là, on passe sur du transport liquide. Et donc là, ça peut permettre de transporter quelques tonnes, et ça peut s'effectuer dans un rayon logistique de 500 kilomètres. Au-delà, on va vraiment être sur raisonner plutôt pipeline, transport par hydrogénodique. Et donc, sur cet aspect-là, je ne vais pas trop m'étendre, vu qu'on a ensuite les interventions de Terega et Euretech, hein, mais juste aussi pour préciser que là aussi, les hydrogénodiques, il y en a déjà, hein, dans certaines parties de l'Europe et de France, hein, notamment autour de Dunkerque et sur la zone de Marseille-Fos, hein, où il y a déjà des zones industrielles fortement consommatrices d'hydrogène. Donc, c'est aussi quelque chose qui existe déjà. Et puis, je l'ai un petit peu mentionné aussi, hein, mais il y a la possibilité de transport par vecteur chimique. Voilà, sur les différentes formes de transport par camion, hein, donc ça va être essentiellement conditionné soit par cadre, soit par tube trailer. Et puis sinon, les camions de transport d'hydrogène liquide, comme je l'ai déjà indiqué. Alors, avant de revoir peut-être au niveau des questions, si on peut dans ce timing, pour conclure, indiquer, hein, donc que nous avons l'ensemble de ces éléments présentés de façon plus détaillée donc dans notre panorama des solutions hydrogène.
dont la dernière version a été mise à jour en avril 2023, que vous pouvez télécharger sur notre site internet. Que la visualisation de la chaîne de valeur que j'avais sur ma première slide, vous allez pouvoir la retrouver sur notre site internet Vivi, qui est notre observatoire de l'hydrogène. Et vous allez pouvoir retrouver aussi l'ensemble des acteurs membres de France Hydrogène qui sont positionnés sur les différents maillons de la chaîne de valeur à travers le lien que je vous indique là. Alors, je crois qu'on doit avoir le temps de prendre encore quelques questions. Oui, vas-y. Alors, Notamment. sur en gazeux en basse pression, c'est-à-dire, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, le stade de développement parce qu'on a déjà parlé sur les hydrures de magnésium, sur le gazeux en basse pression, le stockage tampon avant la compression. Je ne suis pas sûr de comprendre la question. C'est le complément de... Non, c'est la... Ah oui, d'accord, c'est des noms de fournisseurs. Là, ça va être vraiment ceux que j'ai listés, hein, ou qui proposent aussi des solutions de stockage effectivement à 200 bars. Hein. Donc, vous allez les retrouver sur la slide avec l'ensemble des fournisseurs. Et puis, dans le panorama des solutions, vous avez aussi vraiment en fonction des types d'équipements et des pressions proposées, vous allez retrouver ça. Je ne vais pas forcément la lister un acteur plus qu'un autre en complément. Sur les camions qui transportent l'hydrogène, est-ce qu'il s'agit de camions diesel aujourd'hui? Effectivement, clairement, à terme, on aimerait que ces camions puissent eux-mêmes rouler à l'hydrogène. Maintenant, clairement, on n'y est pas encore hein, pour deux raisons. La première, c'est que on n'a pas encore une offre très développée de camions de transport de marchandises qui fonctionnent à hydrogène. C'est quelque chose qui va s'accélérer aux alentours de 2028, a priori. Hein, les grands constructeurs se positionnent tous, mais plutôt à ces horizons-là. Et après, l'autre problématique, c'est qu'il faut aussi que les camions en question soient homologués pour le transport de marchandises dangereuses. Hein. Bien sûr, l'hydrogène étant un gaz inflammable, il est soumis à cette réglementation spécifique et donc il y aura besoin d'une homologation également pour ce transport ADR. Alors, ça peut sans doute se faire via des camions qui fonctionnent au GNL, effectivement. Un camion peut-il transporter des bouteilles compressées à 700 bars? Alors c'est pas usuel, en fonction du besoin, mais généralement maintenant, sur du transport, en grande quantité, on arrive maintenant plutôt sur du 500 bars, hein. On n'est pas directement sur du 700 bars, dans une station de distribution d'hydrogène, il va y avoir, une recompression pour atteindre la pression, requise. Transport par voie fluviale, alors c'est sans doute à envisager. Aujourd'hui, c'est vrai que sur le fluvial, on est quand même plus sur des projets qui testent le fait de motoriser les barges par de l'hydrogène. Hein. Il commence à y avoir des applications sur la Seine avec des pousseurs notamment. Et puis également sur le Rhin, des expérimentations maintenant bien avancées. C'est envisagé, mais c'est pas encore quelque chose de très, très concret aujourd'hui. Hein. Pour l'instant, on raisonne quand même plutôt transport par camion, par la route, quoi, hein. Mais c'est vrai que la question peut se poser aussi, notamment pour approvisionner l'Île-de-France depuis Le Havre et Rouen. Hein. Donc, et puis là, je vois sur le canal du Midi. Alors là, il y a peut-être aussi d'autres problématiques en termes de gabarit qui se poseraient, j'imagine. Et sécurité. Et de sécurité. Voilà pour Merci ma beaucoup. part. Ouais.
Ouais, merci beaucoup Yann-Éric pour cette présentation très intéressante qui a suscité de nombreuses questions. Merci pour avoir répondu au fur et à mesure. Donc voilà, continuez, hein, n'hésitez pas à en poser, hein. Normalement, on a encore du temps aussi à la fin pour prendre les autres. Donc maintenant, on va laisser la parole à Benjamin Febvre. Ouais, avant de commencer, je voulais rebondir. Il y a une question, je crois, qui n'a pas été évoquée. C'est le prix de la livraison d'hydrogène par camion. Finalement, en général, c'est un modèle qui va vraiment dépendre. Vous aurez compris, il y a différents modes et différents pressions et états quand on parle de liquide d'hydrogène. Donc, la quantité d'hydrogène va influencer sur le prix. Et aussi la distance parcourue et la fréquence des enlèvements qui vont avoir un impact fort sur le prix. Donc, comme pour à peu près tout gaz commercial, on va avoir quand même une négociation qui ne va pas se baser juste sur le process de fabrication, mais vraiment toutes les questions logistiques qui vont derrière. Donc, très difficile de donner un prix actuellement de l'hydrogène livré. Voilà. Il vaut mieux se rapprocher effectivement des opérateurs que Yann-Éric a cités. Je voulais donc, moi, aujourd'hui, alors je vais partager mon écran et en même temps m'introduire. Donc, Benjamin Febvre, je travaille pour l'agence ADOC, l'agence de développement économique de la région Occitanie, en tant que chargé de mission filière hydrogène. Donc, on anime un réseau d'acteurs qui s'appelle IDEO, pour Hydrogène Développement Occitanie. Comme vous voyez mon logo, si tout fonctionne bien, Marine, tu confirmes? C'est bon alors. Depuis bientôt 6 ans, où on anime donc ce réseau d'acteurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur qu'on présente en fait aujourd'hui de manière détaillée dans les différents webinaires de la CCI, et en partenariat avec l'ensemble des acteurs de la région pour justement faire vivre cette filière et faire en sorte de se saisir de l'opportunité et du défi aussi que ça représente d'un point de vue environnemental et aussi économique. Donc moi, ma partie va concerner les projets et acteurs régionaux qui traitent de ce sujet du stockage et du transport hydrogène. Alors il y en a 2 sur lesquels je serai très rapide parce qu'ils se représenteront juste après moi, c'est Terega et Euretech. Je commence par ceux qui vont d'abord travailler d'un point de vue de la recherche et développement. On a en Occitanie un pôle de recherche qui s'appelle RIO, comme recherche hydrogène en Occitanie, et qui porte des projets sur l'ensemble de la chaîne de valeur, dont le stockage et le transport. Alors ça va toucher surtout à des vecteurs de stockage, mais pas forcément sur l'hydrogène et les réservoirs. On va avoir beaucoup de ces laboratoires qui vont travailler sur des LOHC, donc les organiques carriers dont parlait Yann-Éric tout à l'heure. C'est le cas par exemple de l'ICGM, l'Institut Charles Gerhardt à Montpellier, qui travaille sur des catalyseurs pour identifier un catalyseur qui soit le plus efficace pour transporter cet hydrogène. On a également, et là, alors effectivement, là c'est plus sur du réservoir, mais plutôt cryogénique en vue d'applications aéronautiques. L'idée, c'est de pouvoir caractériser l'étanchéité et l'influence de la température très basse sur ces réservoirs d'hydrogène liquide pour les applications d'aéronautique. D'ailleurs, c'est Airbus qui travaille dessus avec l'Institut Clément Ader, basé à Albi. Pour l'instant, il travaille sur du moins 150 degrés, mais la cryogénie se fait plutôt à moins 250 dans le cas de l'hydrogène. Donc, c'est une première étape sur laquelle il travaille et dans le but d'aller encore plus loin sur la baisse de température. Ensuite, on a également le laboratoire LCPNO qui fait partie de l'INSA à Toulouse et qui travaille sur des matériaux métalliques, idem sur du stockage innovant d'hydrogène. On a également des travaux sur le stockage solide dont on a parlé tout à l'heure au même titre que Minkatech. Là, l'idée, c'est de travailler sur des amines de borane. Alors voilà, un matériau qui semble avec des vertus propres pour l'environnement, pour l'homme, donc qui n'est pas toxique. Et cette fois-ci, c'est le laboratoire de chimie et de coordination de Toulouse qui travaille sur le sujet avec un panel d'acteurs assez important, notamment le Laplace, Safran sur l'aéronautique, Chemstream, etc. On a l'Institut européen des membranes qui va travailler également sur l'ammoniac. L'ammoniac est considéré comme un carrière aussi, un vecteur de transport d'hydrogène, parce que la molécule NH3 est composée donc de 3 atomes d'hydrogène, et c'est un moyen dans certaines chaînes logistiques de transporter de l'hydrogène, donc de l'énergie,
d'un point A à un point B sous une forme plus facilement transportable parce qu'elle ne nécessite pas des températures aussi basses que l'hydrogène pour être transportée, mais ça nécessite des transformations. Et là, en l'occurrence, l'Institut européen des membranes travaille sur la transformation inverse, qui va être de transformer l'ammoniac en hydrogène. Et enfin, le projet Syntac, porté par les mines à Albi, qui est également autour de l'ammoniac, mais cette fois-ci, l'autre opération qui va être synthétiser l'ammoniac, donc transformer l'hydrogène en ammoniac. Voilà un peu pour les différents travaux en termes de recherche et développement portés par les membres du pôle Rio. Et si vous voulez aller plus loin, je pense que les présentations seront partagées. J'ai mis différents liens vers le site du pôle Rio, également le site de FRH2, qui est la fédération de recherche française des acteurs académiques de l'hydrogène, ainsi que Hydrogène Europe Recherche, qui est aussi la branche recherche de l'association Hydrogène Europe. Maintenant, pour les acteurs économiques, alors on va avoir surtout, dans la chaîne qu'a présenté Yann-Eric, surtout des développeurs de systèmes complets, et non pas de composants ou de briques techno, plutôt de systèmes complets, ainsi que des structures qui proposent des services associés au stockage et au transport de l'hydrogène. Alors je ne les ai pas cités là, mais en fait, il y a également toutes les structures qui vont produire, transporter, stocker de l'hydrogène sur leur site. Alors, il y a les gaziers classiques, hein, Ligne 2, qui est basé à Portée-sur-Garonne et qui a une unité de production à Boussins, Air Liquide à Labège. On a également Air Products qui a une unité de production en Lozère, sur le site ArcelorMittal. Vous avez très récemment iPort également sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac qui produit par électrolyse de l'hydrogène. Il dispose d'une zone d'export, hein. Donc on va charger un trailer et pouvoir distribuer par voie routière des consommateurs d'hydrogène, ainsi que les futurs producteurs du projet Corridor H2 qui sont Life et Care et qui, à Port-la-Nouvelle et à Bessières, produiront de l'hydrogène par électrolyse. Et le Corridor H2, pour alimenter des stations poids lourds, se basera vraiment sur la chaîne par container que vous voyez en haut à droite, ce type de container 20 pieds qui sont capables de stocker à une forte pression, en l'occurrence 500 bars, une plus grande quantité d'hydrogène que les trailers classiques. Ce qui me permet d'enchaîner donc sur les développeurs de technologie. On a en Occitanie Enzolt Nexeia, dont le siège est basé à Toulouse et qui dispose d'une unité de production à Cologne, dans le Gers, qui développe ces containers que vous voyez en haut à droite. C'est des containers HDS pour haute densité de stockage. Et en fait, à l'intérieur, il y a une cinquantaine de bouteilles de type 4 développées en Bourgogne-Franche-Comté, dans le Jura, par l'entreprise Maïtech, qui fait également partie du groupe Enzolt Nexeia, et donc qui sont assemblées dans ce container pour qu'ils correspondent à vraiment un format standard de logistique, et il va pouvoir se mettre sur des camions, il va pouvoir se mettre sur du fret ferroviaire, il va pouvoir se mettre, pourquoi pas, la question a été posée tout à l'heure, sur du fret fluvial, et être embarqué également dans tout type de véhicules de grande taille. Je pense aux bateaux particulièrement. Ça peut être une solution particulièrement adaptée et qui dispose de certification de marinisation pour pouvoir être embarqué dans des bateaux. Ça, c'est Nexeia. On a ensuite Universal H2, c'est une start-up américaine de Californie qui s'est implantée à Blagnac, donc en Haute-Garonne, à côté de l'aéroport de Toulouse, et qui développent leur cœur de métier. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais peut-être mettre si je peux, un petit laser, comme ça je vous le montrerai. Voilà, pointeur laser. Vous la voyez ici, c'est une capsule. C'est un peu le même modèle finalement que le HDS, sauf que cette fois-ci, c'est une capsule qui est adaptée au fuselage des avions pour pouvoir s'intégrer. Et en fait, plutôt que de faire le plein de l'avion directement à l'aéroport, comme on a l'habitude de faire, ce qui peut prendre un certain temps et une complexité pour intégrer une chaîne logistique d'hydrogène, qui soit gazeux ou liquide, en zone aéroportuaire. Cette fois-ci, on va charger un stockage déjà pré-rempli.
C'est un peu comme si on enlevait les piles de la télécommande et on mettait une nouvelle pile, sauf que celle-là, c'est à l'échelle d'un avion, donc vous comprendrez que c'est un peu plus conséquent. Il s'agit d'un stockage d'hydrogène sous forme liquide également, ce qui permet d'avoir une grande quantité embarquée, et ça va plutôt s'appliquer sur des applications aéronautiques type régional, de type ATR. D'ailleurs, Universal H2 travaille sur le rétrofit d'un ATR dans ses ateliers de Toulouse-Blagnac en vue de tester cette chaîne logistique qu'il développe également. Donc, chaîne logistique innovante qui utilise pas mal de technologies. Ensuite, on a en termes de services également Fossélev, une entreprise basée, donc une entreprise nationale, hein, mais qui a un dépôt de stockage de carburant basé à Port-la-Nouvelle, qui dispose d'un statut Seveso seuil haut et qui se positionne justement sur ces stockages de nouveaux carburants, dont l'hydrogène, dont les LOHC, dont l'ammoniac, pourquoi pas, le méthanol, voilà, c'est un site assez stratégique et qui aujourd'hui stocke des carburants pour l'Occitanie et demain pourra stocker ces carburants de nouvelle génération. On a également Axens, donc basé à Salindre dans le Gard, qui est un site industriel, hein, une usine. Et donc le groupe Axens se positionne sur le développement de LOHC, donc les transporteurs organiques d'hydrogène. En l'occurrence le toluène et le méthylcyclohexane, qui sont des matériaux sur lesquels ils ont une expérience toute particulière, hein. Axens a une expérience dans la pétrochimie, hein, et dans l'industrie du oil and gas depuis des dizaines d'années. Et c'est des produits, le toluène et le méthylcyclohexane, qui étaient déjà utilisés dans les process de raffinerie notamment. Et donc, c'est des produits qu'ils maîtrisent et finalement qu'ils vont pouvoir utiliser pour l'hydrogénation et la déshydrogénation, tout en capitalisant sur une chaîne logistique d'approvisionnement existante en utilisant les infrastructures pétrolières. Donc, c'est des belles synergies à trouver et une utilité, en tout cas une réflexion à avoir dans la gestion de l'hydrogène pour le transporter et le stocker. Terega, je ne vais pas forcément insister parce qu'ils seront présentés plus dans le détail, mais Terega est le transporteur de gaz dans le Grand Sud-Ouest de la France. Ils développent de nombreux projets autour de l'hydrogène, que ce soit sur du stockage massif, comme sur du transport par canalisation. Ce sera détaillé donc tout à l'heure. Et nous, donc en Occitanie, on est partie prenante du projet ISO, qui est un grand réseau de canalisation à l'échelle du Grand Sud-Ouest de la France, donc qui va de la Méditerranée jusqu'à l'Atlantique, en passant par les Pyrénées, pour mailler le territoire, mais je suis sûr que ce sera détaillé tout à l'heure. Et enfin, Euretech, où Nicolas Hazan est présent, qui est un bureau d'ingénierie sur la réalisation de projets de canalisation et qui va vraiment gérer l'ensemble de la chaîne d'un projet, de son étude jusqu'à sa réalisation. Mais pareil, je pense qu'il détaillera ses activités tout à l'heure. Pour aller plus loin sur le sujet, on a un annuaire des acteurs de la région en Occitanie sur le site internet d'Idéo. Vous pouvez aller aussi sur l'annuaire France Hydrogène qui est fort utile, ou encore sur le site Hydrogène Europe, où vous pourrez retrouver l'ensemble des membres. La plupart sont dotés d'un outil de recherche où vous pourrez vous concentrer sur les technologies de stockage ou les services associés. Voilà pour ma partie. Je vous remercie de votre écoute et je ne sais pas s'il y a des questions car je ne vois pas le chat. Merci Benjamin. Il y en a des questions. Il y a une question. Qu'en est-il du développement et de la construction du technocampus hydrogène de Francazal? Quel est le calendrier? Alors, bonne question. Pour le coup, le sujet du stockage pourra également être adressé dans le Technocampus. L'idée de ce Technocampus, c'est d'en faire un des plus grands centres de recherche au monde, dédié à l'hydrogène, l'ensemble de ces technologies. Alors, il y aura une grosse activité sur le développement et l'intégration de l'hydrogène pour les applications aéronautiques, hein. Ça, c'est dû au vivier industriel présent autour de Francazal, hein. C'est un aéroport militaire, si je ne me trompe pas, Francazal. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi développer l'aviation de demain. Donc il y a donc 9000 m² de mémoire dédié à la recherche, à la formation et à la recherche donc pour les acteurs académiques, mais aussi ouverte aux industriels.
avec des locaux pour des essais, des tests, des développements, des bancs de tests, pour permettre aux industriels de développer ces technologies et pourquoi pas mener des travaux communs avec les laboratoires présents. Les 4 laboratoires présents, ces 4 laboratoires toulousains, c'est le Laplace, le laboratoire de génie-chimie, le CIRIMAT et l'Institut de mécanique des fluides de Toulouse, ce qui permet de traiter de l'ensemble de la chaîne. Si vous reprenez le webinaire de la dernière fois, vous verrez que sur la production, ils ont pas mal de travaux. Sur le stockage, je les ai présentés aujourd'hui. Et puis après, sur la consommation, il y en a même limite encore plus parce que c'est vraiment une spécificité, notamment du Laplace, de travailler sur les piles à combustible et leur caractérisation. En termes de calendrier, il me semble de mémoire que c'est plutôt pour une mise en service en 2025. Disons qu'on part... il y a toute une partie bâtiment à concevoir. Donc voilà pour le calendrier. Et en termes de financement, il me semble que le foncier est fourni par la métropole, le bâti par la région et le matériel scientifique par le CNRS via un financement Equipex. C'est un budget global d'une trentaine de millions d'euros tout de même. Voilà un peu pour ce technocampus qui a vocation vraiment à devenir un des centres majeur au niveau mondial de l'hydrogène et du développement de ces technos. Et Benjamin, on demande également le lien vers l'annuaire IDEO. Je ne sais pas si tu l'as mis dans ta présentation. Oui, je pense qu'il y sera en cliquant sur l'annuaire. D'ailleurs, on est en train de développer un annuaire un peu plus interactif avec un outil de recherche et un annuaire en ligne. Donc, ça devrait arriver dans les prochaines semaines. Mais oui, vous cliquez sur le lien ou alors vous tapez IDEO, HYDEO dans votre moteur de recherche et vous trouverez. Voilà. Et une dernière question, qu'en est-il de la situation des laboratoires capables de valider les réservoirs par rapport à la réglementation? Peu de laboratoires, a priori, en France, sont capables de faire du R134. C'est une très bonne question. Je ne sais pas y répondre, c'est un peu trop poussé pour moi, mais je vous invite à contacter le pôle de recherche Pôle Rio pour savoir s'ils ont ce type d'habilitation. Mais sinon, il y a un pôle de recherche particulièrement en pointe sur le stockage qui est basé dans le Jura ou à Belfort peut-être. Yann-Éric, tu me corrigeras. Mais qui, Effectivement, à Belfort, ouais. Ouais, c'est à Belfort, voilà, pas dans le Jura. Donc à Belfort et qui est particulièrement en pointe dans le domaine. Donc sans doute, eux ont aussi cette spécificité. Eh bien, c'est parfait. Merci Benjamin pour ce panorama très complet. A priori, pas d'autres questions pour le moment. Donc voilà, merci encore. Et maintenant, je vais passer la main à Laetitia Marin qui représente Terega. Alors, je vais partager mon écran du coup. Bonjour à tous, vous m'entendez? Bien. Très bien. Bon, très bien. Donc, je suis désolée, vous ne me voyez pas. Je pense que mon Gmail et ma suite Google ne veulent pas travailler avec Teams ce matin. Donc, je suis désolée, vous ne me verrez pas, mais si vous m'entendez, tout va bien. Donc, je vous remercie déjà en premier lieu pour l'invitation. Et puis, donc, vous pouvez passer peut-être, Marine, à la slide d'après. Je vais repréciser très rapidement les activités de Terega pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Sur la région sud-ouest, on est de façon historique, depuis plus de 70 ans, presque 80, un transporteur et un stockeur de gaz au niveau français, comme les GRT Gaz sur l'ensemble des autres 3/4 de la France. Voici notre réseau, vous pouvez le voir sur la carte. Un peu plus de 5100 km de canalisation de transport haute pression. Donc, on est transporteur et pas distributeur. On stocke à peu près 25% des capacités de gaz naturel au niveau français, qui sont situées dans les Landes, à Lussagné et Isotte. Et on est à peu près 650 collaborateurs aujourd'hui. Donc, juste pour l'anecdote, ce sont les petits chapeaux jaunes que vous pouvez voir sur les routes dans nos campagnes. Et dessous, voilà, il y a nos canalisations, nos ouvrages. Il est évident que, étant un acteur, on va dire, de l'économie carbonée depuis 80 ans, on ne va pas se mentir, l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est à la fois de faire muter nos activités, mais aussi nos installations vers un certain nombre de vecteurs et de gaz, de nouveaux gaz qui seront inclus dans le mix énergétique de demain.
dont l'hydrogène. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui et je vais vous présenter un petit peu la dynamique qu'on a autour de cet hydrogène, comment est-ce qu'on le voit aujourd'hui, comment est-ce qu'on voit sa déclinaison. Donc, est-ce que Marine, vous pouvez peut-être passer à la slide d'après? Voilà, donc là, je vais vous présenter, j'ai choisi de faire une vue un peu en entonnoir. Donc ça, c'est la vision européenne qui est partagée aujourd'hui au niveau de l'Europe avec l'ensemble de ce qu'on appelle les TSO. Donc les TSO, c'est pour Transmission System Operator. C'est en fait, c'est l'ensemble des gestionnaires de réseaux de transport gazier au niveau européen. Et ça, c'est une vision qu'on a partagée depuis déjà 4-5 ans, qu'on fait évoluer au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des politiques étatiques, des politiques européennes qui se mettent en place. Et ce qu'on a pu, on va dire, établir ou en tout cas jeter un peu sur un cahier aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on se dit qu'à peu près, on pourrait avoir avec évidemment ce qu'on connaît du réseau gazier aujourd'hui, ce qu'on connaît des potentielles tendances et prospectives en matière de décroissance de l'usage naturel, du gaz naturel, pardon, on pourrait avoir à horizon 2030 un réseau maillé d'à peu près 28 000 km de canalisation qui serait du coup du réseau en hydrogène. Et si on se projette encore un peu plus loin en 2040, on pourrait avoir jusqu'à 53 000 de canalisations H2, donc hydrogénoducs, qui traverseraient les 28 pays de l'Europe que l'on connaît aujourd'hui. L'idée, c'est de travailler également sur ce qu'on appelle les canalisations gazières et donc le rétrofit, parce qu'évidemment, on a des installations qui sont en place. Il y a des endroits où on ne pourra pas les bouger parce que même en 2030 ou en 2040, bien sûr, on en aura toujours besoin dans le système gaz naturel et il est hors de question évidemment de promouvoir un système énergétique au détriment d'un autre parce qu'on sait très bien que dans les 10, 20, 30 années à venir, ce ne sera pas un vecteur énergétique mais plusieurs qui seront en jeu. Et donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur cette reconversion. Donc, ça, c'est important parce que c'est le cas aussi pour nous. Actuellement, on travaille dessus. Je vais le mentionner après également dans le projet ISO. Aujourd'hui, côté Teréga, on travaille sur 2 grands projets. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ils s'articulent, qui est Barmar. Donc, Barmar, vous en avez peut-être entendu parler. C'est le raccordement qu'on voit sur la carte 2030 en bleu au milieu de la Méditerranée et qui a pour but de joindre Barcelone en Espagne à Marseille, donc au hub de Fos, et qui a pour but, donc à horizon 2030, de transiter à peu près 2 millions de tonnes d'hydrogène par cet hydrogénoduc. Donc ce serait un pipeline qui pour le moment est étudié en voie uniquement offshore. Donc, on travaille dans ce consortium avec 3 autres participants qui sont Rennes, Enagaz et GRT Gaz, qui sont nos homologues pour GRT, bien sûr, français, pour Enagaz espagnol et pour Rennes portugais. Et donc, dans le cadre de ce consortium, on mène ces études, on va dire aujourd'hui de pré-faisabilité pour voir la faisabilité et concrètement comment est-ce qu'on met en place cet hydrogénoduc au milieu de la Méditerranée ou sur une voie qui serait plutôt côtière. L'idée, c'est que cet hydrogénoduc, donc si vous avez en tête les chiffres européens, l'Europe mise sur à peu près 20 millions de tonnes d'hydrogène consommées sur son territoire à horizon 2030, 10 millions de tonnes seraient produites sur le territoire européen et 10 millions de tonnes seraient importées. Donc l'idée, c'est que ce corridor, il véhicule 2 millions de ces 20 millions de tonnes. Voilà. On va peut-être passer sur les slides suivantes, pardon, excusez-moi. Marine, si vous pouvez, du coup, je suis désolée, ça vous, voilà. Donc, hop, on va venir sur le projet ISO, en effet. Donc, le projet ISO, c'est quoi? En fait, le projet ISO, à date, c'est vraiment une vision, une déclinaison du schéma européen que l'on a vu sur la partie sud-ouest, en fait, de la France. Cette vision, j'ai envie de dire, ouais, c'est une photo à date, vous allez comprendre pourquoi après je parle de photo à date, qui vient effectivement se brancher, se connecter sur le projet Barmar que vous voyez là, qui est recensé sur la partie méditerranéenne.
et qui vient du coup faire le lien entre une autoroute de l'hydrogène qui se projette plutôt à l'est de la France, hein, on le voit, qui remonte après la vallée du Rhône avec le projet AFN notamment, et qui vient irriguer et être, on va dire, vecteur de transit, de connexion sur la partie sud-ouest de la France. D'accord ? Donc, en fait, comment est-ce qu'on a travaillé ? On a travaillé à la fois sur des canalisations qui sont existantes et en termes de projection de l'usage gazier. Et on a également travaillé en premier lieu à rejoindre les points clés, les écosystèmes qui étaient déjà en formation et qui bénéficiaient d'une solide dynamique en matière d'hydrogène. Donc, vous pouvez retrouver notamment en Occitanie le port de Port-la-Nouvelle, évidemment, avec toute la dynamique qu'on connaît autour de la mutation de ce port et du coup, vraiment les écosystèmes qui avaient intégré dans leur mutation, que ce soit les ports ou que ce soit les zones, on va dire, industrielles, comme les lacs, par exemple, qui avaient déjà inclus le vecteur hydrogène comme vecteur de transformation, mais vraiment sur une dynamique déjà lancée. Donc, on a Port-la-Nouvelle, on a notamment tout le côté infrastructure aéroportuaires qui sont autour de Toulouse. On travaille avec Airbus, vous l'avez peut-être vu dans la presse, on a signé avec eux et avec iPort un partenariat sous le titre de phare 2. Donc pareil, c'est des projets de décarbonation autour de l'hydrogène. On a évidemment, nous, de notre côté, côté Aquitaine, le port de Bordeaux. On a une forte dynamique côté Pays Basque. On a une forte dynamique à Lac qui intègre aussi l'hydrogène, puisque vous avez dû l'entendre avec le projet porté par Élise Énergie. Qui est quand même structurant dans la décarbonation de la zone de Lac. Et puis, évidemment, ce projet, il vient aussi reboucler avec toute la dynamique lancée par la région Occitanie, le corridor de la mobilité et tout ce qu'on associe autour de ça. L'idée, c'est que ce projet, cette vision, ça représente aujourd'hui à peu près 600 km de canalisation. Et on espère, en tout cas, on étudie fortement la possibilité de rétrofiter, donc de reconvertir les canalisations qui sont aujourd'hui en gaz. Et on estime qu'on pourrait réutiliser ces canalisations à hauteur de 30%, 70% devant être considérées comme des canalisations qui seront nouvelles. Et puis, afin d'assurer la sécurité de ce modèle énergétique, comme dans tout modèle énergétique, j'ai envie de dire, il faut une part de stockage parce que ce soit des opérateurs, des industriels qui vont consommer, des gens qui vont produire, il va falloir avoir un tampon pour assurer vraiment une sécurité d'opération sur l'hydrogène. Et donc aujourd'hui, on travaille avec notre partenaire industriel qui est Salins du Midi sur le développement de cavités salines pour aller stocker de l'hydrogène de façon massive, comme le disait Benjamin. Donc massif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on développe le potentiel complet du diapire de sel, donc de la structure saline souterraine dans laquelle on peut venir stocker de l'hydrogène à haute pression, on va être sur 1 Tera. Alors, juste pour faire un petit aparté, aujourd'hui, quand on parle de 25% des réserves de stockage français au niveau sur du gaz naturel, on est sur 30 Tera sur Lusanier et Huizotte. Et donc là, on n'est pas tout à fait sur les mêmes volumes, mais c'est normal parce que dans un diapire de sel, on fait en fait des petites cavités, mais on les multiplie. Donc, on va avoir on pourrait avoir une dizaine de cavités qui montraient le potentiel de stockage jusqu'à environ 1 Tera, 1 Tera 2. Donc, on est en train de travailler sur les études de faisabilité de ce stockage-là. On est vraiment aux prémices. Et puis, si on se projette encore à un horizon un peu plus lointain, à horizon 2040, évidemment, on a la chance, à côté Teréga, d'avoir 2 interconnexions avec l'Espagne, qui sont Larao et Biriatou. Et donc, aujourd'hui, on travaille avec notre homologue Enagaz, côté espagnol, pour voir si on pourrait avoir, aux alentours de 2040, un corridor ouest
de l'hydrogène qui, évidemment, serait un peu le pendant et complémentaire à ce que l'on voit surgir aujourd'hui sur la voie Est et qui serait sur la voie Ouest et qui permettrait d'acheminer directement de l'hydrogène depuis l'Espagne vers la France sur cette voie Ouest et donc d'irriguer le Sud-Ouest à travers ces infrastructures. Alors, je vais juste regarder un peu les questions. Compatibilité du réseau existant avec le H2. Problème sur les parties soudées notamment. Absolument. Ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on est en train de travailler vraiment sur la possibilité technique et technologique de rétrofiter ces canalisations existantes. On sait très bien qu'il y a des canalisations sur lesquelles on ne pourra pas le faire. Et donc, ça fait partie un peu des challenges qu'on regarde aujourd'hui. L'Occitanie demande un raccordement de la liaison Barcelone-Matin avant la nouvelle. Possible. Écoutez, aujourd'hui, c'est une demande qui a été faite par le ministère à laquelle on va essayer de répondre. Mais effectivement, l'idée d'avoir un raccordement de ce projet Barmar à Port-la-Nouvelle fait partie des voies d'études. Aujourd'hui, voilà, on va le mettre à l'étude comme les autres points qui sont dans l'étude de faisabilité. Quelle serait la pression de ces cavités salines? Alors aujourd'hui, sur les cavités salines que nous, on regarde, les pressions de stockage, elles seraient minimum à 40 bars et maximum aux alentours de 120-130 bars. Voilà. Les opérations permettant un rétrofit du réseau. Alors, de façon technique, aujourd'hui, je ne peux pas vous les donner parce que c'est des choses qu'on est en train d'étudier. Donc, voilà, on étudie des potentiels revêtements internes, on étudie plein de choses. Est-ce qu'on peut passer peut-être sur la slide suivante? Voilà. Donc, j'ai insisté tout à l'heure sur le fait que la vision de ce projet, c'est la vision qu'on a à date. Et ce qu'on a fait pour essayer on va dire, d'améliorer notre vision du marché et de la dynamique hydrogène sur le Sud-Ouest et comment, en fait, ces infrastructures pourraient répondre à des besoins qui seraient ceux du Sud-Ouest, mais qui seraient aussi ceux de certains acteurs européens, de certaines autres régions ou de certains autres opérateurs. On a lancé le 26 juin dernier un appel à la manifestation d'intérêt qui est en ligne jusqu'au 13 octobre prochain et qui a pour but vraiment de recenser l'ensemble des dynamiques autour de l'hydrogène. Alors, j'insiste, c'est vraiment tout ce qui va être projet de production ou de consommation, mature ou non mature. En fait, l'idée pour nous, c'est de voir si on a, je vais dire n'importe quoi, mais si on a 5 acteurs, 10 acteurs, 25 acteurs, 55 acteurs, avec des projets solides ou pas, de façon à, et surtout les cartographier pour voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer la photo qu'on a mis aujourd'hui et que vous voyez sur cette carte, de façon plus précise pour prendre, on va dire, de la meilleure façon en compte les attentes des acteurs de cette dynamique-là et de pouvoir, du coup, lancer une vraie dynamique de marché. Parce que, du coup, je reviens juste sur le point, mais il est évident que par rapport à ce que nous, on connaît aujourd'hui du marché du gaz qui est régulé, l'hydrogène aujourd'hui ne l'est pas. On sent quand même qu'il y a une forte dynamique. Alors même si la politique CO2 a été divulguée proclamée en juin par le ministère, on a eu des annonces sur l'hydrogène qui sont très récentes, qui datent d'une quinzaine de jours, avec ces 4 milliards d'euros qui seraient investis pour pousser les projets de production d'hydrogène vert. Alors nous, effectivement, ça nous va bien parce que si on pousse ces projets-là, à un moment donné, il va bien falloir les transporter, les stocker. Donc, ça colle avec ce qu'on fait du développement des réseaux hydrogène, mais la structuration de tout ce marché, des modes de régulation potentielle ou de rémunération n'est pas encore figée. Et donc, c'est vrai que pour nous, c'est très important, du coup, d'avoir aussi cette photo d'acteur parce que ça peut nous permettre de pousser certains messages. Donc, cet AMI, n'hésitez pas à le regarder. On a un webinaire qui a été fait, qui est en place, tout ça. Voilà. Donc, la clôture sera le 13 octobre. Alors, juste une question. Quid des systèmes permettant de transporter l'hydrogène avec le gaz naturel intégrant une séparation? Alors, ça, c'est des choses qu'on ne regarde plus trop aujourd'hui. Aujourd'hui, on regarde vraiment du transport
100% hydrogène ou 100% gaz, le blending dans les discussions européennes aujourd'hui, c'est ce que le blending, c'est donc un mélange de gaz naturel et d'hydrogène. La France n'est pas forcément en faveur du blending. Le blending aujourd'hui dans les discussions européennes côté français serait autorisé jusqu'à une hauteur de 2%. Donc 2%, c'est extrêmement faible et ça ne nécessiterait pas d'avoir une séparation au poste de livraison. Donc là, j'avais remis juste pour les modalités de participation. Vous pouvez aller sur notre site internet, il y a tout. Donc, on peut peut-être passer juste, j'avais une petite slide complémentaire, mais sinon, je pense que voilà. Donc, juste pour dire qu'aujourd'hui, ça, c'est comment est-ce qu'on travaille vraiment avec la région Occitanie. Aujourd'hui, on est assez impliqué sur vraiment toute la dynamique. Donc, on travaille beaucoup avec vous côté AREC, côté IDOC, tout ça. C'est des projets qu'on suit. On travaille sur côté corridor Occitanie. On travaille beaucoup avec Airbus, Toulouse, iPort. Donc, je vous l'ai dit, il y a ce partenariat autour du projet phare 2. Et puis, donc, côté Aquitaine, donc je suis revenue tout à l'heure dessus. C'est vrai qu'il y a une forte dynamique côté port de Bordeaux, un peu comme autour du port de Port-la-Nouvelle, en fait. C'est pas exactement... c'est pas les mêmes acteurs, mais on sent que ce vecteur hydrogène est perçu, en tout cas, et intégré de la même façon. Le port de Bayonne, alors c'est un petit peu différent parce qu'il y a vraiment une poussée, une dynamique très forte côté Pays Basque avec ce qu'on appelle le Basque Hydrogen Corridor avec 70-75 acteurs qui sont fédérés côté Pays Basque espagnol avec cette dynamique, autour de cette dynamique hydrogène. Et puis, bien sûr, le secteur de lac, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions complémentaires. Moi, je vous ai livré un peu les projets qu'on avait aujourd'hui autour de l'hydrogène avec une vision, c'est vrai, qui est long terme. Ce qui est important, c'est de voir, c'est que pour travailler cette vision long terme et pour être prêt à un horizon 2030-40, en fait, il faut vraiment partir maintenant, quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions complémentaires. Merci Laetitia, c'est Michel Bossy. Là, j'aurais une question à vous poser par rapport à cette très belle projection que vous avez là pour 2030-2040 sur ces réseaux de transport d'hydrogène. Je suppose que vous faites appel aussi à pas mal et où vous allez faire appel pas mal à des travaux de sous-traitance par rapport dans différents métiers. Oui. Et je voulais savoir justement par rapport à ça, et ça serait peut-être intéressant, je ne sais pas si vous y êtes ou pas, que vous rejoigniez peut-être la plateforme CCI Business pour que vous soyez identifiés par rapport aux différents acteurs du territoire, dans les différents métiers qui pourraient être intéressants pour que les gens puissent aussi venir éventuellement vous contacter, parce que je pense qu'il y a sûrement des business à développer. Ça peut être une source de développement économique pour tous les acteurs de nos différents territoires. Voilà, donc alors, je vous laisse la perche. Complètement, non, complètement. C'est vrai que aujourd'hui, on est un peu en amont, vous l'avez compris, des phases d'études, on est vraiment dans les prémices. Il est vrai que si l'AMI est très porteur, et on ne s'en cache pas, on va lancer des études qu'il faudra faire assez rapidement. Donc, c'est vrai qu'on pourrait lancer des études de faisabilité sur certains tronçons dès l'année prochaine. Et là, effectivement, comme vous le dites, on aura besoin d'avoir des soumissionnaires, tout corps de métier, et évidemment, que ça concerne le stockage ou que ça concerne les infrastructures par pipeline, on aura besoin d'un certain nombre de corps de métier. Je prends la proposition au vol. Je sais qu'il y a avec moi Patrick Mathieu qui me dit, donc qui est chez nous responsable des relations institutionnelles et que vous connaissez, oui. Et qu'on reçoit les infos de CCI Business. Après, il faut qu'on ait une présentation ou qu'un jour on vienne faire un petit échange concret sur une de vos réunions, il n'y a aucun problème. Dès qu'on sera un peu plus avancé et qu'on aura ce besoin-là, ou même en amont, on viendra le faire avec plaisir, sans aucun souci. Merci. Je vois que Patrick Mathieu vient de répondre. Bon, j'en profite pour le saluer parce que je l'avais rencontré. Donc, puisqu'il dit, il dit qu'effectivement, il est en relation avec CCI Business. Donc, nous, on vérifiera tout ça de manière à ce qu'il y ait une bonne lisibilité. S'il faut, Marine reviendra éventuellement vers vous. Mais voilà, déjà, merci pour votre réponse et je vous laisse répondre à la question suivante. Alors peut-être pour tenir il y avait une question. Désolée Laetitia, mais peut-être
tenir le timing, on va passer à Nicolas Hazan et puis on reprendra ces questions à la fin s'il nous reste du temps. Aucun si ça problème, va, tout le monde. pas de souci. Merci. Je vous en prie. Et merci pour cette présentation très intéressante. Avec plaisir. Nicolas, à vous. Bonjour. Bonjour, du coup, je vais partager mon écran. Je suis Nicolas Hazan, donc président de la société Euretech, bureau d'études basé à Tarbes, 55 personnes, et ayant une agence également à côté d'Aix-en-Provence. Nous sommes un bureau d'études spécialisé dans tout ce qui est transport de fluides dangereux, ou sensibles du moins par canalisation. Donc on parle de gaz, on parle d'hydrocarbures, on parle de produits chimiques. Au premier temps, au rang desquels nous posons et nous étudions et concevons les canalisations d'un acteur majeur national et international de l'hydrogène depuis 40 ans, qui est l'air liquide. Donc depuis 40 ans, Euretech a la chance aujourd'hui de concevoir les ouvrages air liquide en transport d'hydrogène en France et dans le monde. Depuis 2018, nous sommes confrontés à la même problématique que Terega, à savoir un modèle économique orienté autour des énergies carbonées, des énergies carbonées. Donc depuis 2018, le choix a été fait de diversifier nos activités avec le développement de 2 business units, une autour de l'ingénierie industrielle. Donc l'ingénierie industrielle, c'est tout ce qui est installation amont-aval de nos canalisations. Au premier rang desquels développement d'électrolyseurs de moyenne et importante dimension, donc c'est plutôt de l'ingénierie autour de ça, et tout ce qui gravite autour du piping et de la tuyauterie. Une deuxième business unit a été développée autour de l'électricité, du transport d'électricité, mais on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, et donc Euretech intervient dans le monde, en France principalement, hein, pour être tout à fait clair. 80% de notre chiffre d'affaires se fait en France et à peu près 20% se fait à l'export. Et dans les dom-tom, notamment en Guyane, avec le CNES, qui est un acteur occitan également bien connu. Donc les 3 BU dont j'ai parlé, je vais passer rapidement, hein, qu'on puisse avoir pas mal de temps pour des questions-réponses. Donc, nous intervenons, Euretech intervient à toutes les étapes. Donc, pour la BU canalisation, hein, je vais parler uniquement de canalisation. Nous intervenons à toutes les étapes d'un projet, de la préconception, c'est-à-dire la préfaisabilité. Là, on parle de quoi? On parle d'un développeur de projet qui nous appelle pour savoir globalement comment relier un point A à un point B, un budget à 40 voire 50%, savoir si c'est possible, et avoir un cadrage budget à 50% et un calendrier prévisionnel. Donc là, c'est une préfaisabilité. C'est quelque chose qui se traite en 1 à 2 mois, qui est relativement rapide, mais très succinct. Et au cours de laquelle on a 0 concertation. Dans la conception d'une canalisation, on bascule derrière à la faisabilité, ou conceptuelle, hein, selon les désignations de chacun, où là, on rentre dans de la validation, du comparatif de scénarios de tracé, de couloirs, de tracés, pour définir un tracé de moindre impact, rencontrer et concerter, commencer une concertation avec les services et administrations, pour arriver à atteindre le choix d'un tracé et être à peu près clair sur un tracé, de façon à lancer les études de détail. Études et détails qui gravitent autour de 3 sujets fondamentaux dans la conception d'un ouvrage d'une canalisation, notamment hydrogène, qui sont le technique, bien évidemment, définir comment on va poser l'ouvrage, à quel endroit on va passer dans le détail, comment on va franchir les obstacles tels que les rivières, les routes, les points spéciaux, donc l'ingénierie technique, comment on va définir et quel tube on va retenir pour tel ou tel produit, dont l'hydrogène. Deuxième ingénierie qui intervient là-dedans, c'est l'ingénierie administrative et réglementaire, où là, on commence à monter les dossiers réglementaires. Je reviendrai là-dessus, mais donc tout ce qui est dossier technico-réglementaire, études de danger, études d'impact, dossier réglementaire sur l'eau, dossier DRAC par rapport à l'archéologie, donc toute une série de dossiers à monter et à concerter. Troisième point, l'ingénierie domaniale, qui consiste à aller voir les propriétaires pour leur expliquer qu'on va leur passer un ouvrage dans leur terrain, enterré, en menant quelques nuisances, certes, et donc réussir à convaincre et à expliquer aux gens les modalités de passage, d'indemnisation qu'ils vont percevoir, et les contraintes et enjeux que ça a pour leurs futures activités. Tout ça pour dire que cette phase conception
et Patrick Mathieu, qui est avec Terega, là, j'ai vu ça, ne pourra pas me démentir. Une canalisation de transport, c'est au-delà d'un projet industriel, c'est un projet éminemment orienté autour de la concertation et de la concertation publique. Et ça, il faut vraiment que les acteurs qui portent ces projets-là, une usine, on pose une usine, on a quelques riverains, entre guillemets, à gérer, à convaincre. Un terrain qui peut s'éloigner de telle ou telle contrainte, c'est une chose. Un pipeline, la différence majeure dans la conception d'un pipeline, c'est qu'on traverse des terrains et on doit les traverser. Et on en traverse énormément et on impacte énormément de gens et d'associations, de personnes, de riverains. Par conséquent, on a vraiment un sujet concertation très marqué dans le métier de la conception des canalisations de transport. Bon, j'irai un peu plus loin là-dessus. Sur la partie réalisation, ce que nous faisons côté Euretech, donc c'est soit nous accompagnons le maître d'ouvrage, le porteur du projet, en dirigeant son projet en phase réalisation, en l'assistant et sur le terrain par la mise en place de superviseurs terrain et en termes de pilotage et assistance maîtrise d'ouvrage, hein, sur le pilotage de la construction de l'ouvrage. Autre approche que l'on peut avoir, qui est notre organisation dans le contractuel que peuvent porter certains développeurs de projets, c'est passer en EPC, c'est-à-dire que là, l'ingénierie d'exécution, donc on est en ingénierie d'exécution, l'ingénierie d'exécution est réalisée directement par l'entreprise en charge des travaux, qui s'occupe d'une partie des études techniques de détail, et là on est aux côtés de l'entreprise. Donc deux modèles possibles, à savoir soit ingénierie de détail et assistance maîtrise d'ouvrage intégrée aux côtés du maître d'ouvrage, soit EPC, donc construction, procurement, approvisionnement matériel et études aux côtés des entreprises. Derrière, des opérations de maintenance, des opérations de maintenance classiques, de canalisation. Ce n'est pas encore le sujet des ouvrages hydrogène. Donc là, en termes de délai, j'ai voulu un petit peu en parler pour être quand même que les développeurs de projets aient ça en tête. Hein. On a tendance à l'oublier, on a tendance à oublier le pipeline dans le développement des projets hydrogène. Ça arrive trop souvent que des industriels viennent nous voir avec une usine quasiment en sortie de terre en nous disant, bon, maintenant, il me faut un ouvrage pour aller voir mon client final. Et là, il nous laisse 6 mois. Et là, on a un problème parce que l'instruction, si on reprend un planning globalement d'études associées à une canalisation de transport, on part sur 3 mois à peu près, de 1 à 3 mois pour une préfaisabilité lorsqu'on part d'une feuille blanche. Hein. Une étude de faisabilité, c'est entre 3 et 6 mois. Une étude de détail, c'est 6 à 10 mois. Des négociations domaniales pour conventionner, c'est 3 à 8 mois. Et approvisionnement des tubes, c'est 3 à 8 mois. La construction derrière, bon, c'est bien sûr évident que ça dépend des ouvrages et de la longueur des ouvrages, mais là, je vous parle d'un ouvrage qui varie entre 4 et 20 km, donc des ouvrages moyens. L'important aussi là-dedans, c'est l'instruction administrative, qu'il faut bien imaginer entre 9 et 24 mois. Donc, selon la façon dont est le régime que vous souhaitez avoir pour la canalisation et l'importance de l'ouvrage. Donc, tout ça pour dire qu'un ouvrage, quand on commence à avoir l'idée de poser une canalisation et quand on réalise et qu'on finit et qu'on met la première molécule d'hydrogène dans la canalisation, on compte entre 3 et 5 ans d'études, conception, travaux. Un point important dans la conception, c'est qu'une fois qu'on a choisi un tracé, et ça c'est un piège abominable, c'est qu'une fois que l'on a choisi un tracé, que l'on est tout content d'avoir, on est mûr et la concertation est faite et on a presque terminé nos études, ben, pour valider tout ça, il y a en général des études d'impact à réaliser. Ces études d'impact s'appuient sur des inventaires faunistiques et floristiques qui nécessitent des inventaires sur 1 an. Donc, point important dans le planning d'un projet de pipeline en hydrogène, c'est qu'à l'issue de la faisabilité, une fois que le couloir est choisi et retenu, il est important de lancer très très vite ces études d'inventaire faunistique et floristique, même certains les intègrent dès la faisabilité, de façon à ne pas se faire piéger par un délai supplémentaire à l'issue des études de détail. Donc, vous l'aurez compris, nous, ce que l'on fait et la capacité de Euretech, en fait, et la vision, c'est historique, hein, on fait ça depuis plus de 60 ans, donc c'est un pipeline, c'est une analyse de territoire sur tous ces sujets démographiques, administratifs, politiques, économiques, patrimoniaux,
associatif donc, et technique et physique, bien évidemment. Donc, c'est vraiment une analyse globale du territoire, de l'ingénierie technique associée aussi bien sur les problématiques de franchissement de cours d'eau, choix des tubes, problématiques d'installation annexe qui sont les postes de sectionnement, les vannes, les postes d'extrémité, les compteurs que vous avez aux extrémités d'une canalisation, jusqu'à l'ingénierie territoriale, à savoir tout ce qui est technico-réglementaire et domanial, à savoir négociation et concertation, être aux côtés des maîtres d'ouvrage dans le cadre de la concertation pour donner les éléments de réponse à toutes les questions qui sont très justement posées par les riverains lorsqu'un pipeline d'hydrogène passe à côté de leur territoire. En termes de canalisation orientée H2 et CO2, parce que les deux, aujourd'hui, Euretech a deux gros axes de développement en lien avec les ENR, c'est l'hydrogène et le CO2 qui sont étroitement liés. Donc, on s'occupe de tout ce qui est études prospectives de déploiement de réseau. On pourra en parler si vous le souhaitez, mais j'ai 10 minutes, donc c'est un peu court. Les sujets réseau neuf, donc là, c'est quand vous voulez, là, c'est la plus facile, entre guillemets, des configurations, c'est concevoir un réseau neuf, basique, feed, exé, c'est-à-dire préfaisabilité, faisabilité, détail et exécution, étude d'exécution. L'étude de conversion de réseau, transfert d'usage, donc c'est un transfert d'usage réglementairement dont on parle, donc transfert d'usage hydrogène ou CO2 d'ailleurs. Donc pour répondre un petit peu plus à la question qui a été posée sur le déroulé d'un transfert d'usage d'une canalisation lambda vers une canalisation hydrogène, effectivement, c'est très variable en fonction des ouvrages. Il faut savoir qu'on est capable de transformer beaucoup d'ouvrages en transport d'hydrogène. Le vrai sujet, c'est quelle quantité d'hydrogène on va pouvoir passer, à quelle pression, sachant qu'en fonction de la nuance d'acier du tube existant, des conditions de soudage du tube d'origine et des caractéristiques mécaniques de l'ouvrage existant, on va avoir souvent des détimbrages, c'est-à-dire des baisses de pression du fait de la molécule hydrogène qui ne va pas nous permettre de l'exploiter à la pression pour laquelle elle est initialement designée pour du gaz naturel ou des hydrocarbures. Il faut savoir que des rétrofits, par exemple, il y a un rétrofit assez récent qui a abouti tout récemment en Normandie, qui est le rétrofit d'un vieux pipe de transport d'hydrocarbures, un vieux pipe qui est le vieux pipe de la raffinerie Petroplus, que l'air liquide vient, donc c'est pas vraiment des aciers extraordinaires, enfin c'est des pipes hydrocarbures, mais c'est des vieux pipes et avec des caractéristiques assez lambda pour du pipeline. Ce pipeline a pu être rétrofité en hydrogène, moyennant donc un détimbrage, une baisse de pression et certaines adaptations et certains contrôles inspections. Donc ça implique tout un processus de contrôle de l'intégrité de l'ouvrage existant, de modification des vannes et des équipements de sécurité de l'ouvrage, et bien sûr de qualification des nuances d'acier et des conditions de conception de l'ouvrage pour savoir quelle est la quantité de molécules, la quantité de pression qu'il peut supporter, sachant que l'hydrogène étant une toute petite molécule, il a la capacité de fragiliser les aciers s'il n'a pas des nuances particulières. Petit erratum par rapport à la communication de Yann-Éric tout à l'heure, désolé Yann-Éric, mais en pipeline, le transport d'hydrogène par canalisation ne se fait pas par inox. Il y a très peu de canalisation de transport d'hydrogène, de pipeline hydrogène en inox. Je n'en connais pas, à vrai dire. C'est des nuances d'acier particulières, mais des nuances d'acier assez lambda, assez standard, avec du tube revêtu polyéthylène et protégé cathodiquement. Et je crois avoir vu parmi les participants que vous aviez des gens de CCTA qui sont des référents sur le sujet protection cathodique de ce type d'ouvrage. Bon, je ne vais pas remonter tous les points que l'on traite, laisser de la place aux questions derrière, mais donc c'est tout ce qui est étude de franchissement en sous-œuvre, cours d'eau, chemisage, gainage. On étudie aujourd'hui des solutions de gainage et de chemisage de canalisation existantes compatibles avec l'hydrogène. On est en train de travailler sur ces sujets, de façon à, quand les rétrofits ne sont pas possibles à des pressions souhaitées, on puisse malgré tout avancer sur ces sujets gainage de canalisation existantes pour les rendre compatibles avec de l'hydrogène. Bon, on s'occupe également, bien sûr, tout ce qui est dossier d'autorisation DACE, donc c'est l'autorisation de construire et d'exploiter. Instruction, plutôt, il faut compter entre 12 et 24 mois d'instruction. Maîtrise foncière, bon, je ne reviendrai pas là-dessus. Il faut savoir que les canalisations de transport, contrairement à des usines ou les canalisations de transport, même un privé, vous pouvez avoir l'intérêt général, l'utilité publique. Vous pouvez avoir une utilité publique en posant de la canalisation de transport, ce qui vous permet, bon, il faut la justifier, on y arrive en général,
ce qui permet de régler quelques problématiques domaniales. Quand les riverains ne sont pas d'accord pour passer, ben, on peut passer en force, hein, entre guillemets, leur imposer la servitude, ce qui est très rare, hein, on essaie de pousser à l'amiable jusqu'au bout, mais qui permet également de régler des problèmes de documents d'urbanisme, de mise en compatibilité de documents d'urbanisme ou d'autorisation d'emprunt domaine public. Ça facilite pas mal de choses au niveau permitting. Je vais très très vite. Bon, ça c'est les clients. On est plutôt en lien avec des clients industriels, hein, comme vous le voyez, sachant que le cœur historique d'Euretech, c'est les énergies fossiles et l'hydrogène, plutôt côté air liquide. Donc on est plutôt en lien avec des industriels et c'est plutôt ce sujet-là, c'est l'hydrogène grosse quantité, les productions massives qui nous occupent. Très rapidement, les quelques références. On a repris les standards mondes de l'air liquide sur les sujets pipeline en 2013 pour remettre à plat les standards mondes de l'air liquide en ce qui concerne l'hydrogène et les conditions de pose des canalisations. On intervient sur le projet IDOC, bien évidemment. En bon occitan, on y participe. Et merci à Kier là-dessus. On a travaillé sur des sujets. On est en train de poser une canalisation dans la région lyonnaise de transport d'hydrogène pour l'air liquide. On a travaillé avec Air Liquide en Arabie Saoudite, dans le sud-est. Donc, on travaille sur beaucoup de sujets. Et on a développé à peu près 300 km de réseau hydrogène en France avec l'air liquide depuis les 40 dernières années. Aujourd'hui, on intervient également sur tout ce qui est conversion de réseau à l'hydrogène. Donc, on travaille avec GRT Gaz sur ces sujets-là. On a travaillé avec GRT Gaz quelque temps là, sur ces sujets-là. On a travaillé sur les études que mentionnait Terega, à savoir le rétrofit de leur propre réseau vers l'hydrogène. On a participé à ces études. Également chez les Belges, nos amis belges de Fluxys. On n'a pas travaillé avec les Espagnols. Et donc des sujets que vous avez peut-être entendu parler, tels que Mosaïque également, des projets de réseau et rétrofit de réseau Mosaïque en Moselle, là, qui relie l'Allemagne, la France et le Luxembourg, avec un réseau porté par GRT Gaz. Des projets de développement hydrogène, on en a quelques-uns. Hein, donc, j'ai mentionné IDOC tout à l'heure. On a travaillé sur Events, qui est un électrolyseur à côté des Salins-les-Midi à Fos-sur-Mer. H2V sur certains points en Normandie notamment. Des petites opérations pour Belle-Île, qui a fait des études prospectives. Et le projet Innovi, qui initialement prévoyait un électrolyseur couplé à des émissions de CO2 dans la région à l'est de Lyon, électrolyseur plus CO2 de la cimenterie, tout ça pour fabriquer du méthanol. Et donc on intervenait sur le transport de méthanol aux côtés des équipes d'Innovi. Voilà, ça c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble un chantier de pipeline. Hein. C'est SPAC d'ailleurs qui posait ça, une agence à Toulouse d'ailleurs, à Muret. Et donc voilà, on a, contrairement à l'eau ou à d'autres produits, c'est des tubes qui sont soudés bout à bout à l'extérieur de la tranchée et qui sont mis en fouille directement. Ça, c'est des projets CNES, Ariane 6 et Soyuz en 2006-2008. Voilà, je vais passer. Je vais pas aller plus loin et je vais attendre les questions s'il y en a. Merci beaucoup Nicolas pour cette présentation. Alors effectivement, il y a quelques questions. Il y en avait une sur quel métal sera utilisé, mais vous y avez répondu. Le métal acier, il y a des pendant nuances de carbone, il y a des teneurs en carbone un peu particulières, mais c'est de l'acier pipe classique, entre guillemets, mais avec des nuances de carbone, enfin des teneurs en carbone à préciser aux constructeurs, aux fabricants de tubes. Si je remonte les questions, je le fais rapidement. Les opérations de rétrofit, est-elle une communauté? Oui, forcément. On est soumis à une nouvelle autorisation administrative quand on fait une opération de rétrofit. Donc c'est d'ailleurs là où le bas blesse. Hein, c'est-à-dire que la vraie difficulté, elle est plus sur le sujet technico-réglementaire que sur le sujet technique. On arrive à faire du rétrofit techniquement, pas toujours à la pression d'exploitation de l'ouvrage d'origine, hein, c'est ce que j'expliquais pour des questions de nuances d'acier. Par contre, le vrai challenge, il est de convaincre l'administration et d'apporter tous les éléments justifiant de la capacité de l'ouvrage à transporter de l'hydrogène. Et ça, c'est une vraie difficulté logique d'ailleurs, il faut être tout à fait clair. Hein. Les questions de l'administration sur le sujet sont légitimes. Canalisation classique, gaz naturel. Eh bien, écoutez, nous,
les coûts par rapport au coût. Là, je suis en train de lire le coût d'une canalisation transport hydrogène. On ne voit pas, nous, de coût extrêmement marqué entre un pipe hydrogène et un pipe classique gazier. Nous, quand les bases de données dont on dispose nous montrent qu'on est sur on a des coûts un peu supérieurs au niveau études, conception des installations annexes. Sur le tube en lui-même, on n'a pas de... On est sur, il faut compter un ouvrage moyen. Hein, on est entre 500 et 1000 euros du mètre linéaire, que ce soit de l'hydrogène n'a pas une influence si marquée sur le coût au mètre linéaire. Peut-être que l'air liquide, que Terega a des éléments plus précis à regarder ça, mais nous on part sur les mêmes ratios, que ce soit du gaz nat, de l'éthylène ou des produits chimiques ou de l'hydrogène. Les pipes PE. Pourquoi ne pas utiliser pipes PE? Les pipes PE, en fait, il y a une vraie limite en termes de pression. Là, on parle de canalisation de transport. Moi, je vous ai parlé de canalisation de transport. Les canalisations qui tournent entre le transport d'hydrogène en France, aujourd'hui, c'est entre 40 et 100 bars. Et aujourd'hui, forcément, les industriels sont en train de regarder pour aller un peu plus loin. 40 à 100 bars molécules d'hydrogène, le pipe PE, on se retrouve avec des épaisseurs de PE, soit c'est pas compatible, soit on se retrouve avec des surépaisseurs de PE qui sont complexes à gérer. Deuxième point, c'est que le polyéthylène, aujourd'hui, on n'a pas de guide méthodologique dans les canalisations de transport. On a des guides méthodologiques reconnus par l'administration et la réglementation. Et ces guides méthodologiques, aujourd'hui, n'intègrent que l'acier comme matière. Et on a un guide qui est en cours d'établissement pour les matériaux alternatifs à l'acier, parce que ça n'intéresse pas forcément en pensant à l'hydrogène, mais on peut penser aussi à la saumure, aux produits corrosifs qui présentent des difficultés avec l'acier. Et aujourd'hui, il est très compliqué de les déployer du fait de l'absence de ce guide méthodologique autour des matériaux flexibles, entre guillemets. Est-ce que les questions d'admission font s'amenuire l'expérience avançant? Alors nous, le REC, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les questions se complexifient parce qu'on rentre de plus en plus dans le détail. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, toutes les administrations et toutes les DREAL que l'on rencontre n'ont pas forcément d'expérience et n'ont pas vécu d'expérience en transport d'hydrogène. Et donc, elles considèrent ça comme quelque chose de complètement nouveau. Donc, quand vous travaillez avec la DREAL du nord de la France, où vous avez, quand vous travaillez avec les DREAL qui ont des centrales air liquide à côté et qui développent beaucoup de pipes hydrogène, qui ont vu ça, bon, ça va. Lorsque vous arrivez avec des DREAL plus débutantes sur le sujet hydrogène, c'est plus compliqué. Mais effectivement, il faut dédramatiser, même si on reste sur des produits sensibles, même si ce sont des produits au même titre que le gaz naturel ou que certains produits chimiques, ce sont des produits sensibles, exposant les populations et où la sécurité à prendre en compte en premier lieu. L'hydrogène, pour nous, n'est pas le produit le plus sensible à transporter et n'est pas le produit le plus dangereux pour les populations riveraines. Ça, il faut vraiment ne pas le prendre à la légère. La sécurité est quand même au premier sujet à intégrer on parle quand même de molécules sensibles, mais l'hydrogène est moins impactant de certaines molécules déjà transportées partout en France, par canalisation. Merci beaucoup, Nicolas. Vous avez répondu à toutes les questions. Merci. Donc, désolé, on a pris un peu de retard. Bonne journée à ceux qui doivent nous quitter. Et pour les autres, si vous avez encore un peu de temps, je vais aller très vite pour vous parler de la plateforme CCI Business. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Yes. Alors, merci. Donc, la plateforme CCI Business, elle a vraiment pour objectif de mettre en relation les donneurs d'ordre et les offreurs de solutions. Elle a été créée en 2011. Donc voilà, l'objectif pour les entreprises, c'est vraiment de mieux comprendre et connaître leur marché, de gagner en visibilité sur la cartographie que je vais vous montrer après et de développer son business. Donc pour les donneurs d'ordre, ça va permettre de mieux sourcer leurs fournisseurs, donc de disposer d'une sous-traitance compétitive et donc voilà, d'engager des partenariats avec des entreprises de leur territoire pour donc démontrer de leur politique RSE.
Donc, il y a plusieurs communautés voilà, qu'on a créées pour les filières d'intérêt, donc notamment les énergies renouvelables marines, qui est notre communauté la plus active. On a aussi une communauté nucléaire, offreur du solution industrie du futur, sous-traitance industrielle, et donc la communauté qu'on est en train de structurer, voilà, la plus récente, celle sur l'hydrogène. Donc elle est destinée à qui? À l'ensemble de l'écosystème français de l'hydrogène, mais également à toute entreprise ou donneur d'ordre qui souhaite se diversifier et aujourd'hui avoir accès à ce marché-là. Donc voilà, une triple avantage, gagner en visibilité pour apparaître sur la cartographie que je vais vous présenter juste après, recevoir de l'information qualifiée. On essaye voilà, de mettre de l'actualité sur les technologies hydrogène, être informé de potentielles opportunités d'affaires, d'événements, de développer son réseau pour être en contact avec les autres membres, que ce soit du territoire ou sur tout le territoire national, d'identifier des briques technologiques complémentaires qui vous manqueraient pour mener à bien un projet hydrogène, engager des partenariats, donc qu'ils soient de recherche et développement ou de business. Donc voici cette cartographie de compétences, donc elle se présente comme ceci. Vous pouvez filtrer par domaine d'activité si vous cherchez plutôt quelqu'un évoluant dans le secteur de l'aéronautique ou du bâtiment. Cherchez également par compétences, si vous cherchez voilà, quelqu'un de compétent qui a une compétence dans la chaudronnerie, dans l'électrochimie, vous pouvez filtrer comme ceci, ou enfin par position sur la chaîne de valeur. Si vous cherchez plutôt des systémiers, des intégrateurs, là vous pouvez trouver ça. Cette plateforme, elle est nationale, mais elle est également divisée en territoires pour avoir un coup d'œil un peu plus privilégié sur ce qui se passe sur votre région. Donc, vous voyez qu'on a un territoire Occitanie. Donc, voilà, donc là, c'est vraiment pour connaître un peu l'écosystème local. Donc, vous avez accès quand même à tout ce qui se passe au niveau national, mais en plus, il peut y avoir des actualités supplémentaires. Donc, par exemple, pour la communauté Occitanie, donc c'est moi-même et Flavien Solaire qui sommes les administrateurs et qui vont régulièrement ajouter de l'information plutôt régionale dessus. Donc également ce qui est événements ou financements plus locaux et régionaux. Donc pour s'inscrire, c'est très simple, hein, c'est gratuit. Il suffit de créer et compléter une fiche entreprise au sein de CCI Business et un profil utilisateur, de se connecter sur la plateforme et de demander à devenir de la communauté. Et donc, j'ai la main pour valider les demandes. Je vais juste vérifier que vous avez bien complété votre fiche et votre profil et que voilà, les activités sont bien en adéquation avec la chaîne de valeur hydrogène. Une fois que c'est accepté, donc voilà, on vous conseille vraiment de remplir le maximum d'informations. Ça va nous aider à vous positionner au mieux sur la cartographie pour vous aider à être plus visible en fait sur cette plateforme. Donc voici rapidement juste nos contacts. Avec donc le lien vers la plateforme et la communauté hydrogène, les contacts de Flavien et moi-même. Donc également, chaque vendredi, vous avez une newsletter, comme ça, pas la peine de vous connecter tous les jours pour voir ce qui a été publié dessus. Chaque vendredi, dans votre boîte mail, vous recevrez l'actualité publiée de la semaine, que ce soit donc au niveau national ou sur la communauté Occitanie. Pour finir rapidement, comme Michel l'a évoqué dans son introduction, donc nous avons un groupe de travail et ici, vous avez les coordonnées de chacun de vos interlocuteurs privilégiés dans vos départements, que ce soit les permanents CCI qui travaillent sur le sujet et les élus. Donc, vous aurez la présentation avec les contacts à la fin. Et je vous invite donc à marquer dans vos agendas le dernier rendez-vous de cette série de webinaires qui aura lieu le mardi 28 novembre sous format hybride avec d'abord un webinaire comme celui-ci le matin. Donc, vous pourrez y assister soit en ligne, soit venir sur place à la CCI de l'Aveyron parce qu'en fait, on va coupler ça à une visite de la station de Bralay en début d'après-midi en Aveyron. Donc voilà, les inscriptions vont ouvrir prochainement. Je vous enverrai à tous ceux qui vous êtes inscrits aujourd'hui le lien. Donc voilà, on espère vous voir nombreux. Donc merci pour ça. Merci à tous. Les questions sans réponse peuvent être traitées avant la fin. J'avais noté 2 questions sans réponse, je ne sais pas si vous en avez vu d'autres, qui étaient destinées, il me semble, à Terega. Donc, je ne sais pas si Laetitia, vous êtes toujours là. Super. Donc, il y avait une question sur est-il envisagé la méthanation
Alors, oui. captage de CO2. Alors en fait, oui, la méthanation, c'est des technologies qui sont aujourd'hui plutôt, on va dire, en phase de maturation, hein. On voit arriver des projets qui sont plutôt ce qu'on appelle des scale-up R&D, donc des passages au niveau industriel. Oui, ça peut être intéressant. Il va de soi que nous, en fait, d'un point de vue transporteur et stockeur, on ne va voir que la molécule sortant de ces dispositifs aujourd'hui. Donc, mais oui, c'est des choses qui sont à l'étude, hein. Il y a des projets sur lac, notamment en matière de méthanation, de moi ce que j'en connais. Et il y a un très grand maître, on va dire, de la méthanation qui est à l'ENSIA 7, donc au LGC de Toulouse, hein. Voilà. Merci. Et il me semble une dernière question. Quelle utilisation du gaz naturel à l'avenir, pendant combien de temps? Alors, bien malin celui qui pourra le prédire de façon stricte, mais il y a deux choses. La première, c'est qu'on sait que nous, on travaille avec la Commission de régulation de l'énergie, qui est notre autorité de tutelle, sur un scénario qui s'appelle le 320 et qui voit d'ici 10-20 ans la décroissance de consommation du gaz passer de 450 TWh au niveau français comme on l'a aujourd'hui à 320 TWh. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Et en fait, le deuxième, c'est que il y a quand même il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que dans le mix énergétique de demain, on a parlé d'hydrogène aujourd'hui, mais il y aura aussi du biométhane. Et ce biométhane, c'est un gaz qui est donc d'origine renouvelable. Il ne faut pas oublier qu'on a des territoires qui sont assez porteurs en termes de gisement pour venir créer ce biométhane qui, peu à peu, va se substituer dans les réseaux au gaz naturel. Donc ça aussi, c'est une composante qui va permettre, on va dire, dans le temps, faire durer cette utilisation et rendre pérenne sur certains usages l'utilisation du gaz naturel comme partie prenante du mix énergétique. Donc ça, c'est une composante qu'il ne faut pas enlever parce que suivant les territoires, on aura peut-être une composante biométhane qui sera plus forte qu'une composante hydrogène, ce qui est normal en fait. Voilà, donc c'était deux éléments de réponse que je voulais amener, mais j'en ai pas plus. Merci. Benjamin, je crois que tu veux prendre la Je parole. voulais également préciser sur les deux questions qui viennent d'être abordées sur la méthanation et la position du gaz. En fait, effectivement, le mix de gaz, comme ça vient tout juste d'être exprimé, va évoluer avec de moins en moins de gaz fossiles et de plus en plus de gaz renouvelables, qu'ils soient sous forme de biogaz ou de méthanation. En tout cas, c'est quelque chose qui est intégré dans la stratégie de la région REPOS, donc région à énergie positive, dans le but de devenir un territoire qui produit autant qu'il ne consomme d'énergie d'ici à 2050. Et donc, ces vecteurs-là, biogaz et gaz de synthèse, sont pleinement intégrés dans le scénario. Il y aura tout un enjeu, je crois que ça a été précisé aussi dans la présentation, autour de la ressource en CO2, parce qu'en fait, alors c'est une chance d'être un territoire qui n'a pas beaucoup d'émissions de CO2, mais en l'occurrence, c'est un vrai intrant et une matière première à l'avenir pour ces gaz de synthèse. Alors, il y a les gaz, mais il y a aussi d'autres carburants comme le kérosène de synthèse, le méthanol de synthèse, qui pourra servir pour décarboner le transport maritime, par exemple, et le kérosène pour le transport aérien. Et donc, il y aura sans doute une réflexion à avoir sur vers où diriger ce CO2. Donc voilà un peu mais en tout cas, voilà, pour répondre aux questions, c'est pas voué à disparaître le gaz, mais voué à évoluer fortement en tout cas. Et c'est même incontournable, en tout cas c'est exprimé dans REPOS, dans le cadre du volet mobilité, celui que je maîtrise le plus, mais pas que, finalement il y a aussi le bâtiment, l'industrie. Mais dans le volet mobilité, pour remplacer et se substituer aux carburants fossiles liquides, pétrole, diesel, etc., on ne pourra pas avoir une seule solution. La batterie seule ne peut pas s'y substituer, l'hydrogène seul ne peut pas s'y substituer, le biogaz seul ne peut pas s'y substituer. En revanche, les trois, de manière réfléchie et en fonction des ressources dont on dispose, peuvent parvenir à s'y substituer en très 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 grande majorité, quasi totalité. Donc c'est vraiment un futur mix à réfléchir et à travailler ensemble. Voilà pour les Merci précisions. beaucoup, Benjamin. Merci. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Je vais regarder, mais il me semble, s'il y en a qu'on a loupé. Ah, oui, dans le transport, il y a tellement de solutions qu'il est difficile de voir clair dans l'avenir. C'est vrai.
Donc, je pense qu'il ne reste plus qu'à conclure ce webinaire. Et si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, je vous enverrai, j'essaierai d'avoir les réponses et de vous les envoyer par mail. Merci beaucoup à tous les participants, à tous ceux d'être restés jusqu'au bout. Merci à tous les intervenants pour vos présentations de très grande qualité. Voilà, s'il y a quelque chose d'autre veut conclure, quelqu'un d'autre veut conclure? C'est bon? Donc merci. Je vous envoie toutes les présentations et le replay quand on les aura. Et je vous souhaite à tous une belle journée. Merci beaucoup, Marine. Bonne journée. Merci Marine. Bonne Au revoir. journée, Au revoir à Marine. tous. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.